Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors je ne sais pas si vous êtes allé vous coucher tôt hier soir, d'une certaine manière résigné, mais en tout cas, vous le savez probablement, la Knesset donc s'est auto-dissoute durant la nuit et le pays se projette vers de nouvelles élections législatives, les troisièmes en moins d'un an. Je voudrais, vous qui avez été, en dehors de vos fonctions diplomatiques, qui avez été conseiller d'Yitzhak Shamir à des moments de crise également politique extrêmement sérieux, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu une telle situation déjà? Non, il n'y a jamais une telle situation. C'est la pire crise dans l'existence politique d'Israël. C'est du jamais vu. D'ailleurs, pas seulement en Israël. Montrez-moi des pays où il y a 3 élections en un an. Vous en trouvez peut-être 1 ou 2 au monde. Il y a l'Espagne, c'est tout ce que je peux penser. C'est un fait sans précédent qui nuit à notre pays, qui nuit à son économie, qui nuit à son standing international, qui malheureusement aussi peut nuire à la sécurité du pays. Israël est paralysé depuis 1 an déjà par 3 campagnes électorales et maintenant nous avons devant nous 2 ou 3 mois d'activité politique, plus encore 2 ou 3 mois pour former un gouvernement, c'est-à-dire au meilleur des cas, nous pourrons avoir un gouvernement autour de Pessah ou Yom Ha'atzmaut. Et ça, c'est du temps perdu. Ça coûte une fortune, pas seulement les élections même, mais le fait que les décisions ne sont pas prises, le pays ne fait pas, il n'y a pas de réforme. Vous voyez la situation dans les hôpitaux, vous voyez la situation sur les routes, et au lieu de s'occuper de ça, de ce qui est vraiment important, on s'occupe de petites politiques et d'élections. Et moi, je trouve ça désolant. Alors, bien entendu, lorsqu'il y a une situation aussi sérieuse, la question de savoir qui est responsable de tout cela. Est-ce que c'est Netanyahou, Benny Gantz, Lieberman, le système? Qui est responsable à votre avis? Un peu tous, vous savez, vous avez nommé un peu tous. Netanyahou, évidemment, puisque pour lui, le principal problème, c'est de ne pas être inculpé. Lieberman, parce qu'il n'a pas permis ni à la droite ni à la gauche de former un gouvernement. Benny Gantz n'a pas fait preuve de grand leadership en imposant sa volonté dans son nouveau parti. Et le système n'est pas bon. C'est évident que le système n'est pas bon. On a essayé d'autres systèmes. On a essayé le système d'élection directe du Premier ministre. Ça n'a pas marché non plus. Mais c'est peut-être quand même pas le même système qui a été adopté dans les années 90, mais peut-être un système d'élection directe, peut-être à l'américaine ou même à la française, apporterait beaucoup plus de stabilité politique au pays et déciderait clairement qui est le leader pour les 4 prochaines années. Et je crois qu'il faut sérieusement penser à une réforme du système électoral israélien. Vers où va-t-on, Avi Pazner? Comment envisager l'avenir, surtout sur un plan de la confiance que le peuple peut avoir envers ses élus? Parce que quelque part aujourd'hui, eh bien, si on se tourne vers les Israéliens, eh bien, on constate une forte tendance à la résignation, au mépris envers les hommes politiques. Comment peut-on continuer à envisager une relation entre élus et citoyens israéliens dans cette conjoncture? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de critiques à l'égard des hommes politiques et à mon avis, cette critique est amplement justifiée. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'est vrai que nous avons un problème que nous n'avons jamais eu auparavant, c'est-à-dire le problème d'un Premier ministre qui est inculpé de corruption et qui dit qu'il a le droit, du point de vue de la loi, et c'est vrai, du point de vue légal, il a le droit de se représenter et tant qu'il n'est pas condamné par un tribunal.
Et puis, vous avez une situation où lui-même maintenant commence à vaciller dans son parti. Donc, ça rend la situation encore plus compliquée. Et comme je vous l'ai dit, je crois que la réponse doit être dans un autre système. C'est difficile de changer de système, mais quand on voit les résultats de ce système actuel, parce que ça peut arriver encore une fois, et pourquoi pas, hein? Si par exemple, Daniel, le résultat des élections de mars 2020 ne change rien. Ne change rien, alors quoi? On ira à une 4e élection, on ira à une 5e élection, on sera dans une situation d'élection permanente. Alors, il y a un député hier qui est pourtant proche de Binyamin Netanyahou, David Bitan, qui a dit « ça sera la dernière chance pour Binyamin Netanyahou ». Vous pensez que c'est une forme d'avertissement aussi de la part du Likoud qui, jusqu'à présent, s'est rangé très solidement autour de son leader? Oui, absolument. Au sein du Likoud, il y a du remous, bien sûr. Guidon Sar en est peut-être l'exemple le plus voyé, mais David Bitan aussi, qui est très proche de Netanyahou et qui soutient Netanyahou, comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer de cette manière. Le pays, d'ailleurs, se trouve dans une situation... J'écoute les nouvelles ce matin, par exemple, à la radio. Alors, j'entends les nouvelles que la Russie a signé a signé une déclaration avec la Turquie et l'Iran condamnant les incursions israéliennes et les attaques israéliennes en Syrie. La Turquie a annoncé qu'elle ne laisserait pas déposer vous dites que c'est lié à ce contexte, c'est-à-dire qu'on voit du côté de la communauté internationale et en particulier, on va dire, des pays qui ne sont pas particulièrement amis avec l'État d'Israël, on constate cette crise et on en profite? Bien sûr, Israël s'affaiblit. Évidemment que Israël s'affaiblit comme nation qui est perçue comme ne pouvant pas décider de son leadership, d'une nation qui ne s'occupe que de sa politique intérieure et qui a d'autres problèmes très graves en Israël même et autour d'Israël, dont personne ne s'occupe en ce moment parce qu'on est occupé à la politique. Et bien sûr, les ennemis d'Israël se frottent les mains et c'est une situation qui, à mon avis, pourrait devenir dangereuse si elle persévère. Alors, je voudrais vous poser peut-être une question, si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe, mais connaissant un peu votre impressionnante carrière, à la fois diplomatique et politique, vous avez été conseiller d'Yitzhak Shamir au moment de ce que l'on a appelé la fameuse manœuvre puante lorsque Shimon Peres a voulu dissoudre le gouvernement d'union nationale. C'était dans l'autre sens, on va dire, à l'époque, pour former un gouvernement restreint dans lequel il serait Premier ministre. À l'époque, c'est-à-dire, si vous aviez un conseil à donner, si vous étiez devant Binyamin Netanyahou, quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui? Moi, je lui donnerais un conseil d'essayer d'arriver à un deal avec les autorités judiciaires. Ça veut dire quoi, un deal? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de deal? Eh bien, par exemple, un pardon présidentiel, comme ça a été le cas dans une affaire dans les années 80 avec le Shin Bet qui avait été accusé de l'assassinat d'un terroriste qui s'était rendu. C'est une possibilité. Ça voudrait dire aussi, Avi Pazner, que si on accepte, dirons-nous, de pardonner à Netanyahou, ça veut dire que les fautes qu'il a commises ne sont pas particulièrement graves. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas graves, elles sont graves, mais les conséquences pour le pays par lesquelles les fautes ont été faites, ce sont des fautes graves, celles qu'il a été accusé. Il n'a pas été condamné, il est accusé. Mais pour éviter au pays une longue agonie politique de Netanyahou, qui, vous le voyez, est affaibli en ce moment. Oui.
Et beaucoup de gens disent que c'est le début de la fin. Alors, au lieu que cela prenne 2 ans, 3 ans, 4 ans et plonge le pays dans le désarroi et l'incapacité de conduire ce pays, arriver à un accord sur un pardon présidentiel ou bien alors un deal avec la procuration générale par lequel Netanyahou, par exemple, avouerait un ou deux de ces accusations, serait condamné à une amende et fini. Et il y a des deals comme ça, c'est parfaitement légal en Israël, et il y en a tous les jours des deals comme ça. À mon avis, ce serait le meilleur moyen de se sortir de cet imbroglio, parce que je ne vois pas vraiment qu'est-ce que la troisième élection peut donner. Je vois tous les sondages, et elle donne une situation qui ressemble beaucoup à la situation actuelle. Alors, soit on sera encore une fois plongé dans des élections. Il faut en terminer avec cette affaire Netanyahou. Et je crois que la meilleure manière, c'est l'exemple de 1986, un pardon présidentiel qui absout Netanyahou, mais qui aussi le fait sortir de la politique israélienne. La situation actuelle a révélé, on va dire, de nombreuses lacunes, on va dire, dans le système juridique israélien et même dans le système électoral israélien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelque part, au niveau la loi, lorsqu'elle a été établie, cette loi qui n'oblige le Premier ministre à démissionner que lorsqu'il est condamné par toutes les instances juridiques, elle a été conçue à l'époque, à votre avis, parce que justement pour empêcher, on va dire, des éléments comme le parquet israélien de s'immiscer ou en tout cas de destituer un Premier ministre, ou alors dans un autre état d'esprit, tout simplement parce qu'on n'imaginait pas qu'un Premier ministre puisse être un jour inculpé dans l'histoire de l'État d'Israël? Non, on imaginait. Oui, on pouvait imaginer. C'est pour ça qu'une loi a été faite. Alors pourquoi finalement, à la différence des ministres, eh bien, un Premier ministre n'est pas obligé de démissionner lorsqu'il est inculpé? Parce que cela déstabiliserait complètement la situation politique. Et là, on donne, je crois, au Premier ministre la possibilité de choisir lui-même. Mais c'est une forme d'immunité parlementaire, quelque part, que la justice a accordée. Ah oui, absolument. Netanyahou, du point de vue légal, est parfaitement dans son droit. La question, est-ce qu'il est dans son droit du point de vue politique et du point de vue moral? Rappelez-vous, par exemple, que quand Yitzhak Rabin avait été accusé d'avoir un petit compte à l'étranger, oui, le même soir, il a démissionné. Oui. Vous comprenez? Mais c'était une autre époque. D'ailleurs, c'est intéressant puisque vous avez connu cette époque à vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'État d'Israël entre cette époque de Rabin où Rabin avait démissionné presque automatiquement après avoir donc la découverte du compte de son épouse, hein, c'était même pas compte à lui, et l'État d'Israël d'aujourd'hui, de ces dernières années où les 3 derniers premiers ministres en exercice, Ariel Sharon, Ehud Olmert, Binyamin Netanyahou, ont été poursuivis par la justice de différentes manières, condamnation pour Olmert avec de la prison à la clé, suspicion forte par Sharon, et puis donc inculpation pour Netanyahou. Comment vous expliquez ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Changement de valeur. Je me rappelle l'État d'Israël des années 50, 60, 70, même 80, où les valeurs morales, les valeurs personnelles étaient considérées comme extrêmement importantes. Et il y a eu une dépréciation dans ces valeurs. Comme vous le dites, ça n'a pas commencé avec Netanyahou, ça a commencé avant. Ça peut être empiré maintenant. Et on voit des ministres israéliens attaquer la police, attaquer les juges, attaquer le parquet. C'était inconcevable dans le temps. Il y avait le respect de la loi et de ceux qui faisaient appliquer la loi. Et tout pays qui se respecte doit avoir un système judiciaire qui, comme il doit avoir un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Mais vous ne pouvez pas détruire une branche du pouvoir, c'est-à-dire
la branche judiciaire en sapant sa crédibilité, comme l'ont fait certains ministres dernièrement, c'est très dangereux pour l'État. Moi, j'ai vu à quoi la corruption peut amener. Je vais souvent en Argentine, mon épouse est argentinienne, je vais souvent en Argentine et je vois un pays détruit par la corruption, détruit par la paralysie de la branche judiciaire. C'est à ça ce qu'on veut arriver. Alors là, il y a malheureusement une attaque ces dernières années contre les valeurs démocratiques, parce que la démocratie, c'est pas seulement les élections à la Knesset, c'est pas seulement la formation d'un gouvernement, c'est aussi de vivre en liberté, et en sécurité et en honnêteté. Et c'est ça la démocratie. Et si on s'attaque à une des branches de cette démocratie, vous savez, c'est comme une chaise qui a 3 pieds. Une chaise, elle peut être établie sur 3 pieds. Si elle en a 2, elle tombe. Donc il y a là, à mon avis, un danger pour la démocratie israélienne. Et c'est pour ça que je préconise un changement. Je préconise un système ou à l'américaine ou à la française. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour. Il faut prendre son temps. Mais en fin de compte, ça vaut la peine d'essayer parce que le système actuel, on le voit bien, n'a pas réussi à nous donner un gouvernement en 2 élections et peut-être malheureusement, ça ne nous donnera aussi pas de gouvernement après la 3e élection. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et de nous aider à y voir plus clair dans cette situation extrêmement opaque, dans cette crise sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Merci de nous avoir fait partager également votre expérience et bonne journée. Shalom. Merci, shalom Daniel.